Bonjour, c'est Corinne. Vous écoutez Remarquable. Bienvenue. Remarquable, c'est l'histoire et l'art en balade. Dans ce podcast, on pousse les portes de notre patrimoine, surtout les petites. On découvre des personnages et des histoires connues et moins connues. On admire le beau parce que cela nous met en joie. Le temps d'une balade, au cœur d'un site pour s'imprégner du lieu, pour mettre dans vos oreilles des choses à ne pas manquer. Allez, viens, je t'emmène. Pour la saison 3 de Remarquable, on met le cap sur la Normandie. Je vous emmène dans le Calvados pour une visite immersive de la ville de Bayeux. On se retrouve chaque vendredi pour découvrir les joyaux de la capitale normande en compagnie d'historiens locaux, tous aussi passionnants les uns que les autres. Au programme, la fameuse tapisserie de Bayeux, la cathédrale Notre-Dame et le vieux Bayeux. Pour ne pas manquer le prochain départ, c'est très simple. Il suffit de s'abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Et pour m'encourager à poursuivre ce travail passionné, prenez une petite minute pour déposer des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. C'est très important pour moi de voir que vous êtes là et pour m'aider à faire découvrir ce podcast aux autres. Un grand merci à vous. Après la cathédrale et le musée de la tapisserie, je vous propose maintenant de partir à la découverte de cette belle ville de Bayeux. C'est Claire Merlier, historienne de l'art et guide conférencière à l'Office de tourisme de Bayeux, qui nous accompagne. Une visite en 3 épisodes lors desquels nous traversons le temps, de la fondation de la ville il y a à peu près 2000 ans, jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle. Vous l'entendrez, Claire connaît le moindre recoin de Bayeux. C'est une passionnée doublée d'une véritable conteuse. Elle nous fait découvrir des lieux incontournables et nous emmène aussi hors des sentiers battus. Et ça, j'adore. Bien sûr, je vous mets des photos sur les réseaux sociaux. Le jour du tournage, le vent et la pluie se sont parfois invités dans nos micros. Ne soyons donc pas étonnés de quelques bruits parasites qui, j'espère, ne seront pas trop gênants. Bonjour Claire, je vais commencer par vous demander de vous présenter. Je m'appelle Claire Merlier, je suis guide conférencière pour l'Office de tourisme de Bayeux Intercom. Je suis aussi une historienne de l'art de par mes études et c'est très tôt en fait que j'ai eu le goût du patrimoine, de l'architecture et que naturellement je suis venue à partager tout ça avec les visiteurs. D'accord, et vous habitez Bayeux ? J'habite sur Caen pour des raisons pratiques, mais c'est vrai que si je pouvais vivre sur Bayeux, j'hésiterais pas un instant. D'accord. Oui, c'est une ville vraiment très très jolie et donc vous allez nous la faire découvrir ? Oui, exactement. L'idée, c'est de vous emmener dans des endroits qui sont incontournables, mais en même temps de vous emmener aussi un petit peu hors des sentiers battus et de vous faire découvrir des petites curiosités. Mais c'est parfait pour Remarquable. On va remarquer avec vous ? Tant mieux, j'espère. Allez, on y va. C'est parti. Alors ce que je vous propose, c'est de remonter le temps de presque 2000 ans pour évoquer l'histoire de la création de Bayeux à l'époque gallo-romaine. On a très peu de vestiges de cette époque, mais il y a quand même un élément particulier que je voulais vous montrer et il se trouve juste en bas au chevet de la cathédrale. Allons-y. Hop, on va tourner ici. Et c'est donc ici que notre voyage commence. D'accord. Nous avons remonté le temps de près de 2000 ans. Nous sommes maintenant à l'âge du fer, la toute dernière période de la préhistoire. Imaginez maintenant qu'autour de vous, il n'y a absolument plus rien. Pas de cathédrale, pas de bâtiment. Aucune ville n'existe ici à ce moment-là. En revanche, c'est quelque chose qui existe déjà, et ça depuis des millénaires. C'est la rivière qui coule encore dans les rues de Bayeux aujourd'hui, la rivière de l'Or. Et elle se prononce l'Or, mais s'écrit A-U-R-E. On sait qu'à l'époque, dans la région du Bessin, qui se trouve être la micro-région tout autour de Bayeux sur une vingtaine de kilomètres aujourd'hui, il y avait déjà des populations gauloises. Et ces Gaulois vivaient au sein de ce qu'on appelait des castrum, des sortes de villages fortifiés. Plusieurs endroits ont été identifiés dans la région. Et les Gaulois de cette époque qui vivaient ici portent un nom particulier, on les appelait les Bajocas. C'est d'ailleurs le nom qui a donné plus tard naissance à celui de la ville de Bayeux.
Aujourd'hui, on peut toujours croiser des Bajocas, pas des Gaulois, mais des habitants de la ville qui sont natifs des lieux. Quand on est né à Bayeux, on est un Bajocas, sinon on est un simple Bayeuxin. Je peux vous dire que la différence a son importance, surtout pour les Bajocas. Ces Bajocas ont subi l'arrivée des Romains qui sont venus s'établir sur le site de la ville de Bayeux aujourd'hui à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est ainsi que naîtra la cité d'Augustodorum, le fort d'Auguste qui à l'époque était l'empereur de Rome. Donc c'est documenté, on a d'ailleurs Pline l'Ancien qui raconte l'histoire de la création de cette toute nouvelle cité et les fouilles archéologiques qui ont eu lieu notamment dès le 19e siècle montrent une cité florissante avec des bâtiments assez imposants, dont on ignore encore parfois la fonction exacte, si c'était des bâtiments plutôt administratifs ou religieux. On sait en tout cas qu'il y en avait un juste au niveau de la cathédrale d'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si la cathédrale se trouve à cet emplacement désormais. Le tout premier évêque de Bayeux, Saint-Exupère, à la fin du IVe siècle, avait choisi cet endroit, qui était visiblement connu comme un lieu de rassemblement par les habitants, pour y installer une toute première cathédrale. Donc on imagine qu'à l'époque gallo-romaine, il y avait déjà un bâtiment à l'emplacement de notre cathédrale d'aujourd'hui. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de rare ? Non, pas réellement. Non. Souvent, dans les villes épiscopales, on a une fondation plutôt ancienne, souvent romaine. La religion chrétienne va finalement profiter du maillage administratif romain pour diffuser la religion chrétienne de manière plus facile et plus étendue. Et on retrouve de grands diocèses souvent dans des villes où il y a eu une fondation gallo-romaine à l'origine. C'est le cas par exemple aussi de Rouen. D'accord. Là, on entend le carillon. Oui. C'est le carillon qui se trouve dans la tour centrale, une immense tour de près de 90 mètres de haut, à la croisée du transept. C'est une tour un petit peu composite aujourd'hui. Elle est faite à la fois d'éléments gothiques flamboyants du XVe siècle pour la partie la plus récente, et puis les deux éléments supérieurs, et notamment son dôme de cuivre vert, sont des rajouts qui ont été réalisés au XIXe siècle. D'accord. Vous entendez Cécile ? C'est Cécile ? C'est le nom de la cloche qui sonne les heures de la cathédrale. D'accord. C'est la plus ancienne cloche de la cathédrale, elle date du XVIIIe siècle. Une des rares qui ait survécu à la Révolution française. Ah oui ? Souvent les cloches ont été refondues. Absolument. Et on sait pourquoi elle a échappé à la refonte ? Alors elle a été choisie justement pour être celle qui allait sonner les heures. D'accord. Un côté pratique, on va dire. Absolument. Pour finir sur les gallo-romains, on sait que la cité est une cité plutôt d'importance et plutôt assez riche. Les vestiges qui ont été retrouvés ont participé à cette connaissance. On a retrouvé notamment 2 sites de termes gallo-romains, des vestiges de villae également. Et on imagine que les richesses de la ville ont créé une sorte de convoitise. Et rapidement, les habitants vont vouloir protéger leur ville d'Augustodorum en érigeant un rempart qui aurait vu le jour à la fin du IIIe, voire tout début du IVe siècle. Malheureusement, le rempart a disparu beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle, et désormais il n'en reste que quelques vestiges uniquement dans la ville. Celui qui se trouve justement devant nous, au chevet de la cathédrale, fait partie de ces vestiges présents dans la ville et qui rappellent la fondation ancienne de la ville de Bayeux, la ville d'Augustodorum de l'époque. Le mur qui est devant nous est très bas. Hein. Il faut imaginer qu'à l'origine, on avait une enceinte de près de 8 mètres de haut. Un mur qui pouvait aller de 2 à 4 mètres d'épaisseur en fonction des endroits. Aujourd'hui, ce qu'on voit juste au chevet de la cathédrale, fondation comprise en dessous de la verrière, fait environ 1,50 mètre. C'est un rempart qui avait une forme presque rectangulaire. On a plusieurs plans anciens qui nous montrent la forme du rempart de cette époque. Il faut imaginer que ce rectangle était minuscule puisque le côté ne fait que 400 mètres. Donc il faut imaginer que ce rempart qui est fait dans la précipitation a été réalisé rapidement pour protéger les infrastructures essentielles de la ville. Mais ça n'a pas empêché à la ville de continuer son expansion à l'extérieur et notamment au Moyen-Âge d'y retrouver des quartiers comme ceux des tanneurs. D'accord. On continue ? On continue notre chemin. Donc là, on est derrière la cathédrale. Oui, on est vraiment sur la partie arrière de ce qu'on appelle le chevet. C'est la partie extérieure qui contient le cœur du bâtiment. Et on passe devant toute une série d'arcatures gothiques, puisque l'essentiel de la cathédrale aujourd'hui est gothique et date du XIIIe siècle. Et on arrive en passant derrière le chevet sur une grande place qu'on appelle la place de la Liberté. Et c'est une place qui est tout à fait exceptionnelle à Bayeux et même dans la région parce qu'elle est l'écrin
d'un végétal assez extraordinaire. Ouais, On a c'est un arbre de la magnifique. liberté, Ouais. un arbre qui a fêté ses 224 ans cette année. Ah, Un platane qui est majestueux, qui trône vraiment au centre de la place, ouais. entre la cathédrale et les anciens bâtiments du palais épiscopal. D'accord. Et pourquoi on le nomme l'arbre de la liberté? Alors dans plusieurs communes de France, à la Révolution française, on décide de célébrer la liberté du peuple retrouvé et on va ainsi planter plusieurs arbres de la liberté. Beaucoup ont disparu, certains ont même été déracinés par les royalistes de l'époque. Le nôtre a été planté le 30 mars 1797. C'est un platane qui est environ haut de 30 mètres et ses racines sont tellement imposantes que la circonférence au niveau des racines aujourd'hui est aux alentours de 5 mètres. D'accord. Et pourquoi a-t-il échappé à la coupe, celui-ci? Alors je pense qu'il a eu de la chance. C'est un peu inexpliqué. Vous savez On pas? ne peut pas savoir Non. pourquoi celui-ci plus qu'un autre. D'accord. On en est bien heureux aujourd'hui, puisque ça Absolument. fait vraiment partie des éléments remarquables de la ville aujourd'hui. Et d'ailleurs, il est classé arbre remarquable depuis 2000. C'est un arbre qui a toute sa place à Bayeux. C'est un symbole de la liberté et ça rejoint en fait le reste de l'histoire de la ville qui a été la première ville libérée de France. Donc c'est vraiment un symbole qui est très fort dans la ville et qui est aussi représenté par cet arbre. Et l'arbre de la liberté, de manière générale, est toujours un symbole de notre République française. En regardant dans vos poches, vous prendrez une pièce de 1 ou 2 euros et vous regarderez, il y a toujours un arbre de la liberté sur nos pièces. C'est vrai, vous avez raison. Et alors, du coup, les villages, enfin, pas les villageois, mais la population vient ici beaucoup voir cet arbre? C'est un lieu de promenade, c'est un lieu aussi de contemplation. C'est un endroit où on a installé plusieurs bancs, donc les gens viennent souvent aussi ici juste pour passer un petit peu de temps au calme à côté de l'arbre. C'est en été en plus un endroit où il y a pas mal d'oiseaux qui nichent lorsque l'arbre est encore tout en feuilles. Et puis l'été, c'est un lieu de rassemblement très prisé quand on a nos animations estivales. L'arbre est complètement illuminé sur près de 360 degrés et on a des images qui sont projetées sur le tronc de l'arbre et qui évoquent justement la liberté sous toutes ses formes. D'accord. Et ça, c'est juillet et août? Ça, c'est au mois de juillet et au mois d'août, tout à fait. Chaque jour? 3 fois par semaine, le mardi, le jeudi et le samedi, à la tombée de la nuit. D'accord. Bon, ça doit être vraiment très joli. Oui, c'est un spectacle dont on ne se lasse pas, effectivement. Absolument. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Puis alors, l'été, quand il fait chaud, on doit prendre un petit peu d'ombre ici. Oui. Ouais, c'est vraiment un endroit très agréable. Et puis en même temps, on est un petit peu hors du temps, hors du centre-ville, des commerces, de la circulation. On est vraiment... c'est presque une canopée, d'ailleurs, cet arbre, tellement il est gigantesque. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu préservé à l'écart de tout ça. C'est vrai qu'en plus, la configuration de la place fait qu'on se sent un petit peu à l'écart dans un écrin. On est vraiment entre la cathédrale, entre les bâtiments du Palais de l'Évêque qui sont juste derrière nous et qui ont été construits en plusieurs phases au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, ce Palais de l'Évêque, il est utilisé pour plusieurs fonctions. Il est utilisé comme hôtel de ville et aussi en tant que musée d'art et d'histoire de Bayeux. Il abrite les collections du musée Baron Gérard, qui est un politicien très connu du 19e siècle ici dans la région. Il avait d'ailleurs une propriété ici à Bayeux et il est surtout le neveu du peintre François Gérard, qui était un grand peintre romantique du 19e siècle. Et c'est son oncle qui a fait son éducation artistique notamment. Et Henri-Alexandre Gérard a vu sa collection de toiles augmenter après le legs de son oncle, une collection qu'il a ensuite léguée lui-même à la ville de Bayeux et qui a constitué une partie du noyau des collections du musée d'art d'aujourd'hui. C'est une collection exceptionnelle de toiles du 19e siècle et vraiment de petites pépites qui sont vraiment à voir. Ouais. Et alors, de cette vue-là, c'est absolument magnifique. Ouais. J'aime beaucoup ce côté-ci. Oh là là! On a l'arbre juste devant nous et ça fait presque comme une dentelle qui cache en partie la cathédrale. Et, oui, il y a quelque chose qui protège. Oui, moi je me sens... c'est un des endroits que je préfère à Bayeux. Absolument, c'est vrai que je me sens vraiment à l'abri ici. C'est un endroit où facilement je peux venir l'été, prendre un livre et changer d'univers. Oui, j'imagine bien ça, oui. Oui, très très beau.
Alors, autour de nous, on a tous ces bâtiments du palais de l'évêque. La partie qui est en face de nous, qui est une des plus petites parties, date essentiellement de la fin du XVe siècle. Ceci dit, on a découvert à l'intérieur, au rez-de-chaussée, qu'il restait encore des éléments du XIe siècle, de l'époque de Guillaume et de son demi-frère Odon, l'évêque de Bayeux, à l'origine de la commande de la tapisserie. La partie la plus ancienne devant laquelle nous nous trouvons, c'était la partie privée. C'est là que se trouvaient les appartements privés de l'évêque, par exemple. D'accord. Alors que sur le côté, à angle droit, il y a un autre bâtiment beaucoup plus grand qui est lui plutôt de la fin du XVe, début du XVIe siècle et qui servait plutôt à la vie officielle de l'évêque. C'est là qu'il y avait par exemple ces petits salons pour recevoir ses hôtes de marque. C'est là aussi qu'il pouvait rendre justice, car l'évêque était un personnage très important et il avait le droit de justice à l'époque. Son tribunal d'ailleurs portait un nom, ça s'appelait l'officialité. D'accord. Et ce qui est assez drôle au final, c'est que ce bâtiment qui a servi à l'époque de tribunal de l'évêque a de nouveau servi pour une fonction judiciaire plus tard, à partir de 1793, après la Révolution française, et jusqu'à 1985, puisque c'est là que se trouvait le tribunal civil de Bayeux. Alors c'est une curiosité du bâtiment qui est maintenant converti en musée, puisque lorsqu'on traverse certaines des pièces, on traverse les anciennes installations et les meubles du 19e siècle de l'ancien tribunal civil. C'est tout à fait particulier. D'accord. Donc je vous y emmènerai tout à l'heure, Oui, parce que c'est l'accès qui nous permettra d'arriver jusqu'à la chapelle qui est juste derrière. D'accord, avec plaisir. Et puis ensuite, au XVIIIe siècle, le dernier évêque, qui sans doute pensait que le bâtiment n'était pas encore assez vaste, va créer une dernière extension qui n'est pas visible depuis la place. Elle est juste derrière, perpendiculaire. C'est l'hôtel de ville d'aujourd'hui. Ah oui, un très bel hôtel de ville. Oui, un hôtel de ville du coup du XVIIIe siècle. D'accord. Bon, bah ils avaient leurs aises. Ah oui, c'est une des résidences urbaines les plus grandes de Basse-Normandie à l'époque. Oui. C'était gigantesque. Ça témoigne peut-être aussi de l'importance de cette cité épiscopale. Oui, complètement. On sait que la cathédrale de Bayeux était l'une des plus riches de France, en particulier au Moyen-Âge. C'est une cathédrale qui est fort bien pourvue en patrimoine, qui est un patrimoine vaste et assez varié, de maisons, de boutiques, de forêts, de moulins, qui sont souvent loués à des particuliers et dont le clergé récupérait les revenus. Donc c'est vrai que c'était une cathédrale extrêmement riche et l'importance du palais dans la cité épiscopale montre justement la richesse et le pouvoir de l'évêque à l'époque. Est-ce que c'est lié au duché aussi, qui était puissant ? Oui, on peut l'imaginer, parce que les ducs de Normandie ont fort bien pourvu leur diocèse également ici à Bayeux. C'est peut-être aussi certainement lié à l'histoire du duché de Normandie en lui-même, et notamment à la tentative d'assassinat à laquelle Guillaume le Conquérant a échappé lorsqu'il était beaucoup plus jeune. On sait que les barons du Cotentin et du Bessin ont essayé de renverser le pouvoir de Guillaume, qui était encore très jeune. Et c'est à ce moment-là que Guillaume va prendre conscience de la contestation de son pouvoir et créer la ville de Caen pour centraliser son pouvoir à l'intérieur du duché. Et c'est ainsi que le pouvoir politique de Bayeux sera délocalisé jusque dans la nouvelle ville de Caen. Et que, en revanche, le seul pouvoir qui restera sur place ici à Bayeux, ce sera le pouvoir ecclésiastique, le pouvoir épiscopal de l'évêque. Donc c'est vrai que c'est un pouvoir qui va exploser et rayonner, puisqu'il n'y a plus de vraies instances politiques sur place à partir de la création de la ville de Caen. Le carillon n'est jamais le même en fonction du temps liturgique de l'année. Donc il change toute l'année durant. Et donc ce sont souvent des chants qui sont en rapport avec la Vierge, puisque la cathédrale lui est dédiée, c'est la cathédrale Notre-Dame. Et donc au fur et à mesure du temps liturgique de l'année, le carillon évolue. Mais c'est d'année en année, ce sont les mêmes carillons. Oui, par contre, d'une année sur l'autre, c'est souvent les mêmes chants. On parlait de notre histoire avec les Anglais, et justement, il y a une petite curiosité que je voulais vous montrer, parce qu'on la voit très bien depuis l'intérieur de la place de la Liberté. En regardant vers les deux tours de la cathédrale, en regardant bien la tour de droite, on voit comme une petite maison qui est très haut perchée, juste à l'angle du clocher. Une petite maison qui est très haut perchée, juste Ah oui, elle est au sommet de cette partie ronde qui est en réalité un escalier à vis qui permet d'accéder à la petite maison qui est toute là-haut et qui a été construite au XVe siècle pour servir de tour de guet à nos amis anglais qui sont venus investir Bayeux en 1417. Et c'est depuis cette petite maison qu'ils essayaient de voir l'arrivée des ennemis dans la ville.
Et ses ennemis tant redoutés, ce sont évidemment les troupes françaises, puisque Bien sûr. Bayeux est sous occupation anglaise. Une occupation qui va durer tout de même 33 ans. Une occupation terrible pour les habitants. Ils ont connu la peste, la disette à plusieurs reprises. Ils étaient beaucoup plus heureux de voir les Anglais revenir le 7 juin 1944 lorsqu'ils sont venus libérer la ville. J'imagine. Ça fait partie des vestiges de la guerre de Cent Ans, cette petite maison tout C'est là-haut. sur la incroyable. Effectivement, vraiment, il faut vraiment la pointer du doigt parce que comme ça, on ne la voit pas. Ah oui, une maison au sommet d'une tour, c'est incroyable. Ça fait vraiment partie des curiosités de la cathédrale et il y a vraiment peu d'angles depuis lesquels on peut l'admirer. Et la partie arrière, depuis la place de la Liberté, c'est vraiment un bon endroit. Ouais, tout à fait. Bon, ça n'avait pas l'air très grand quand même. Non, je pense qu'il ne fallait pas être avide de confort. Il n'y a pas l'eau courante non plus aujourd'hui. Tout juste l'électricité. Et puis surtout, il fallait être en bonne condition physique parce qu'il y a près de 300 marches pour grimper jusque là-haut. Mais alors du coup, actuellement, maintenant, c'est vide. C'est vide. C'est pas un endroit qu'on fait visiter au public parce que c'est pas forcément très très facile d'accès. Oui. Mais c'est toujours un endroit dans lequel on peut se rendre. Mais c'est vrai qu'avec le public, c'est pas toujours évident. D'accord. Et je crois que je vais en profiter pour vous emmener dans le palais de l'évêque. Ok. L'actuel musée Baron Gérard. Donc là, on est à l'arrière de ce que l'on a vu tout à l'heure sur la place. Oui, là on contourne le palais de l'évêque, on contourne certains des bâtiments. On se trouve entre la cathédrale et le palais. Et on arrive juste à l'entrée du musée. Nous y voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va ? J'avais appelé juste pour dire qu'on passerait pour aller jusqu'à la chapelle épiscopale. Oui, c'est nous, c'est nous-mêmes. Oui, ça marche. Et c'est parti, je vous y emmène. Ok. Alors, je vous fais la partie accélérée parce que du coup on va aller. Ah bah oui. Donc là on est dans le musée. Là on est dans le musée, mais on prend vraiment l'itinéraire en contresens parce que les collections les plus anciennes sont en bas. D'accord. Le musée d'art et d'histoire de Bayeux retrace vraiment toute l'histoire de la ville, depuis l'époque préhistorique jusqu'à la période contemporaine. Donc là on arrive vraiment à rebousse-poil du circuit. Bonjour. Merci. Allez-y, je vous en prie. Merci beaucoup. Et donc, on a traversé la partie porcelaine, parce qu'on avait une importante manufacture de porcelaine à Bayeux au XIXe siècle. Ah oui, la porcelaine de Bayeux, exactement. Tout à fait. Oui. Ici, on est dans la partie XVIIIe. Et derrière, on a une grande partie de la collection du baron Gérard, avec l'étoile du XIXe dont je vous parlais tout à l'heure. Oh, c'est Monsieur Richelieu, ça. Oui. Ouais. Parce qu'il nous accueille dans la partie XVIIe, qui est de ce côté-ci. Donc, c'est vraiment un parcours chronologique qui est proposé aux visiteurs. J'ai l'impression qu'il vaut le coup, ce musée. Il vaut vraiment le coup. Oui. Moi, je suis originaire de la région parisienne. J'ai fait mes études à Paris. Et j'avais accès à tous les musées parisiens avec ma carte d'étudiante. C'était génial. J'y allais des fois juste pour voir un tableau. Et quand je suis arrivée en Normandie et que j'ai visité la ville de Bayeux, le tout premier musée que j'ai visité, c'était celui-ci. Je ne m'étais pas beaucoup renseignée. Je savais qu'il venait de rouvrir après plusieurs années de restauration, mais je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc, je suis rentrée sans avoir aucun a priori et j'ai été stupéfaite par la qualité des collections du musée d'art et d'histoire de Bayeux. Il y a vraiment des petites pépites, que ce soit au niveau des objets archéologiques ou des collections de peintures. Il y a cette fameuse collection qui a appartenu à Henri-Alexandre Gérard, qui était député du Calvados. Et puis, il y a aussi un magnifique caillebotte qui a été offert par le peintre à sa cousine lors de son mariage, parce qu'elle vivait ici à Bayeux. Donc on a des toiles qui sont tout à fait surprenantes, qu'on ne s'attendrait pas à retrouver dans un musée de province, et qui sont vraiment d'une grande qualité. Et puis en dehors de ça, l'écrin du musée aujourd'hui est tout à fait exceptionnel. Ici, on est dans une salle qui a conservé ses lambris 18e autour de nous. Et puis derrière, on change de décor. On a l'ancienne installation du tribunal civil de Bayeux qui s'était installé ici après la Révolution, à partir de 1793, et qui restera installé ici jusqu'en 1985. Donc il est identique Quasiment. Quasiment identique. Oui. C'est magnifique. Et en rentrant dans cette pièce,
on a ce magnifique plafond à caisson du XVIIe siècle. Donc ça fait partie vraiment des curiosités de ce musée. Ça fait vraiment partie des choses incontournables. Franchement, c'est magnifique. Ouais, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a eu des procès célèbres ici ? Pas que je sache. Je pense que c'était plutôt des petits procès. Il n'y avait pas forcément des choses flamboyantes. C'était vraiment le quotidien des affaires civiles qui était jugé ici. Le tribunal s'installe ici à partir du moment où le palais est confisqué à l'évêque à la Révolution. Le bâtiment était tellement grand qu'on lui a trouvé d'autres fonctions juste après la Révolution. Par une fenêtre, on aperçoit d'ailleurs une partie de l'hôtel de ville aujourd'hui, qui est l'ancienne partie 18e du palais. D'accord. Et on voit la place de l'hôtel de ville. Donc toute la partie perpendiculaire au bâtiment où nous nous trouvons, c'est l'hôtel de ville d'aujourd'hui. On voit bien les décors 18e qui sont sur la façade. Donc ça faisait partie de la dernière extension du palais, c'était gigantesque. Et donc, à partir de la Révolution, l'hôtel de ville investit les lieux de ce côté-ci, le tribunal civil de ce côté-là, et on va transformer la fonction d'origine de la chapelle épiscopale de l'évêque qui se trouve derrière le tribunal. Et c'est là que je vous emmène maintenant. On va passer sur le côté droit. Le parquet craque sous nos pieds. Ouais. C'est un petit peu exigu, mais il faut imaginer que c'était une chapelle privée. Et voilà, et on change de monde. Quelle richesse! Alors la chapelle en elle-même, la construction a été réalisée au XVIe siècle par Louis de Canossa, qui était l'évêque de Bayeux à cette époque. C'était un évêque italien. À ce moment-là, la ville de Bayeux a été au centre d'un immense dilemme. Les Anglais sont présents, c'est la guerre de 100 ans, et il y a peu d'évêques qui ont voulu prendre la responsabilité de la gestion de la cathédrale à ce moment-là, soit des évêques français ou des évêques anglais, mais aucun n'a vraiment voulu se mouiller pour administrer les biens de la cathédrale. Donc il a fallu faire appel à quelqu'un de neutre dans le conflit, un Italien. Donc c'est comme ça que des évêques italiens sont arrivés jusqu'à Bayeux, et Louis de Canossa en fait partie. C'est lui qui a créé cette magnifique chapelle qui a été plus tard décorée par Jacques d'Angennes au XVIIe siècle, qui était également un évêque de Bayeux. Il a été évêque de Bayeux à partir de 1606. C'est à lui qu'on doit d'ailleurs aussi la création du plafond à caisson qui se trouve dans l'ancien tribunal qui est derrière nous. Et on a ici près de 52 peinture sur le magnifique plafond à caisson avec ses voûtes qui viennent s'entrecroiser et qui sont décorées d'un concert céleste d'anges musiciens qui au centre tiennent les armoiries de Jacques d'Angennes. D'accord. C'est vraiment très très beau. Vraiment. Et cette petite frise là avec les fleurs? Alors ça c'est bien plus tardif. Les éléments qui sont vraiment dans la partie basse autour de nous, avec tous ces décors fleuraux, ça date du 19e siècle. D'accord. On sait qu'on avait des statues également dans les petites niches juste au-dessus des pilastres, mais tout ça a disparu. Il faut imaginer que la pièce a été complètement remodelée, notamment à partir du moment où le tribunal s'installe juste derrière, puisqu'ici, ça deviendra la salle des délibérations. Donc aujourd'hui, on accède à la chapelle via des ouvertures latérales, ce qui n'était pas le cas à l'origine, puisque derrière nous, il y a une immense cheminée en pierre qui vient boucher l'ouverture d'origine, qui était une ouverture centrale dans l'axe de la pièce, qui accueille aujourd'hui les installations de l'ancien tribunal. Une très belle cheminée également. Oui. On y retrouve d'ailleurs les armoiries de Bayeux, le B et le X, première et dernière lettre de la ville. Avec le lion? Léopard. Ah, c'est un léopard, alors, ça? Souvent, c'est le léopard. Ici, ils ont mis un lion. Mais on a souvent un félin sur les armoiries. Et de manière générale, sur le drapeau de Normandie, ce sont les deux léopards. Oui, c'est vrai. Alors, un félin qui n'est pas le lion, parce que ce lion, il est réservé aux armoiries anglaises. Il y a d'ailleurs 3 lions sur les armoiries anglaises. La Normandie va utiliser un autre félin, le léopard, et on n'en retrouvera que 2 pour justement se distinguer des armoiries anglaises. Et puis c'est beaucoup plus tard que Bayeux a priori obtiendra l'utilisation d'un félin dans ses armoiries, notamment au XVIIe siècle, toujours parce que ce félin il est le symbole de la force, de la puissance, et il est celui qui est utilisé juste en dessous des 2 lettres de la ville, le B et le X. Est-ce que ça remonte à Guillaume le Conquérant? Non, c'est beaucoup plus tardif. Et pourquoi il y a une couronne?
Là, c'est pour le duché, sans doute. Non, je pense que là, c'est par rapport au royaume de France, parce qu'à ce moment-là, on est complètement intégré au royaume de France. Ah oui. Et qu'à partir du moment où le roi de France met la main sur la Normandie, c'est quelque chose qui était convoité depuis très longtemps, le roi de France marque son territoire un petit peu partout, d'ailleurs dans la cathédrale encore aujourd'hui, sur certains des carreaux de pavement les plus anciens, il y a encore la fleur de lys royale qui montre bien que cette fois-ci, à cette époque, la Normandie fait vraiment partie intégrante du royaume de France. On le voit aussi, la fleur de lys sur la porte. Oui, exactement, sur les portes principales de la nef, oui. Et alors, le rattachement au royaume de France de la Normandie, c'est quelle époque ? 1204, c'est Philippe Auguste qui va finalement réussir à récupérer cette partie qui a été convoitée depuis de nombreuses années par ses prédécesseurs, et il va concrétiser justement ce projet en 1204. Par mariage ou par guerre ? Par guerre. Oui. C'est vraiment sûr. Et la table au milieu, là, donc elle servait aux délibérations. C'est la table de délibération. Voilà, du tribunal. Est-ce que c'est la table d'origine ? Oui. Ouais. Oui. Donc, 1700. Alors, la table d'origine de l'installation 19e qui est autour de nous. D'accord. Donc, c'est un meuble du 19e siècle. Et c'est vrai que ce qui est parfois un petit peu perturbant, c'est qu'il y a eu pas mal de modifications dans cet endroit. Et les principales ont eu lieu effectivement au 19e siècle. C'est le cas donc pour les frises florales qu'on voit dans la partie inférieure, pour la cheminée qui est autour de nous. Et d'ailleurs, les tableaux également qui sont installés de part et d'autre ont été installés ici au 19e siècle. Là, on a une jolie conversion de Saint-Paul qui est représentée. Et puis au-dessus de notre tête, il y a aussi le jugement de Salomon, juste là, au-dessus, qui fait référence justement à la fonction judiciaire de cette pièce. C'est très beau. Voilà, c'était une petite curiosité que je voulais vous montrer, parce que c'est vraiment une petite pépite aussi, cette chapelle épiscopale qui a été un petit peu remodelée, comme je vous le disais, au 19e siècle. C'est le cas aussi avec ces éléments de boiserie qui sont autour des portes latérales, qui ressemblent à des éléments Renaissance, mais qui ont été réalisés au 19e siècle dans le goût d'eux. Oui. Mais c'est étrange parce qu'il y a finalement plein d'éléments qui, a priori, n'iraient pas ensemble, mais finalement, l'ensemble va très bien entre le bois, finalement, les peintures. ça s'harmonise assez bien. Oui. Oui. C'est très, très joli. La semaine prochaine, nous poursuivons notre visite du Vieux Bayeux. Claire nous guide vers de petits trésors architecturaux et nous raconte encore plein d'anecdotes. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller encore plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci, à très vite.